Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire. Bienvenue dans la saison 4 du podcast Parlons de votre mental. Dans cet espace inspirant, nous explorons le pouvoir du mental et son influence sur ta réussite, que ce soit dans ton sport, ton travail ou ta vie personnelle. Je suis convaincu que ton mental est la clé pour transformer tes épreuves en tremplin vers le succès. Rejoins-nous pour des interviews captivantes avec des invités inspirants, des masterclass sur la force mentale, la persévérance et la résilience. Apprends comment cultiver ton bien-être et ta santé mentale. Et avant de partir, prends 10 secondes pour soutenir le podcast en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Souviens-toi, si tu crois en tes rêves, tout devient possible. Alors prépare-toi à une dose quotidienne de motivation en écoutant Parlons de votre mental. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Philippe. Salut Philippe. Salut Sébastien, ravi d'être là. Alors Philippe, je suis ravi de pouvoir te rencontrer physiquement. On a pas mal échangé, pu faire ta connaissance par une attachée de presse qui m'a parlé de toi, de ton histoire. Et je trouvais du coup intéressant de venir un petit peu à ta rencontre pour que tu nous racontes un petit peu tout ton parcours, cette histoire que tu as vécue, cette histoire que tu as écrite. Te aussi, merci beaucoup d'être là. Super, ravi. Est-ce que tu pourrais brièvement te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices? Alors, pour me présenter, qu'est-ce que je pourrais dire en quelques mots? Je peux dire que je suis originaire de Lyon, que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, passionné de voyage. Je suis passionné de voyage, passionné de la découverte et passionné de l'humain, par exemple. C'est quelque chose qui me plairait comme définition. Et du coup, ça tombe bien puisque j'ai travaillé 20 ans dans la mode. J'ai beaucoup voyagé, travaillé pour des marques très sympathiques, Gap, Sandro, Zadig et Voltaire. J'ai énormément voyagé, directeur commercial Europe et Monde. Et du coup, ça m'a permis de mixer mon amour du voyage, de la rencontre et de la relation, puisque j'ai fait du management à grande échelle avec énormément de collaborateurs. Voilà, donc on pourrait dire que je suis un aventurier, humaniste et généreux. Tiens, je l'avais jamais sorti, ça me plaît beaucoup. Ok, la générosité, c'est une belle qualité, et c'est important, surtout à notre époque, je trouve. Alors, on va commencer traditionnellement, comme le podcast, par un portrait chinois. Si t'es d'accord, quelques questions pour déjà... Absolument d'accord. Ça sera le warm-up. Alors déjà, si tu étais une couleur, laquelle serais-tu et pourquoi? Alors définitivement, je serais le bleu pour 2 raisons essentielles liées aux éléments, le bleu du ciel et le bleu de la mer, qui sont pour moi une éternelle source de motivation et de rafraîchissement, j'ai envie de dire. Donc le bleu, c'est sûr. Si tu devais être un animal, lequel choisirais-tu et pourquoi? Animal, lion. Lion, c'est mon ascendant astrologique. Donc il paraît que plus on vieillit, plus l'ascendant prend le dessus. Pareil, plein de raisons. Dans ce tour du monde que j'ai fait, on en parlera peut-être tout à l'heure, quand j'ai vu le premier lion, Sébastien, c'était quelque chose de magistral. Je m'en souviendrai toute ma vie. Quand j'ai aperçu un lion dans le Masai Mara,
la puissance justement de ce lion. J'aimerais connaître le mental du lion. Donc le lion, et puis évidemment, je pense au lion de Kessel, je pense à tout cet imaginaire, magnifique animal, solaire, puissant, avec beaucoup de douceur aussi. Quand je suis dans le Masai Mara et que je vois une famille de lions, le lion, la lionne avec les enfants, et tu vois une douceur en fait de cet animal. Voilà, j'aime beaucoup ce mixte, j'aimerais lui ressembler. Si tu devais être une qualité, laquelle choisirais-tu? Générosité. Si tu devais être un livre, quel livre choisirais-tu et pourquoi? Oh bah alors, je pourrais en citer 100, mais là, à la seconde, ça me vient à l'idée Le Petit Prince. Absolument, Saint-Exupéry, tout ce que ça représente, je veux dire, l'amour, l'imaginaire, la folie. Il est sur ses planètes, il tombe amoureux de ses roses, les conversations insensées avec Le Petit Prince, 1000%. Si tu devais choisir un podcast, lequel choisirais-tu et pourquoi? Oh, si je devais choisir un podcast, écoute, j'ai pas envie de te donner un nom. Un genre, peut-être? Ouais, si je devais choisir un podcast, ce serait un podcast qui me parlerait des peuples, qui me parlerait, tiens, je pense à Native, qui est un magazine extraordinaire de Jean-Pierre Chomton. Donc, Native, les peuples autochtones. Je choisirais quelque chose qui me parle de tout ce que je ne connais pas et qui me fasse rêver, qui me fasse voyager. Donc, voilà, tu vois, un podcast qui me parlerait des peuples lointains. C'est la période des JO en ce moment. Si tu devais choisir un ou une athlète olympique, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Un athlète olympique, bah écoute, ça va pas être très original, Teddy Riner. La puissance, le sourire, la, la confiance, la régularité. Ah, ça doit être 4e JO, c'est incroyable. Là, justement, le mental, l'équilibre, beaucoup de qualité, la beauté du personnage. Donc ça tombe bien, c'est lui qui a allumé la flamme olympique, mais définitivement, Teddy, je vote Teddy. Je vais te poser une petite dernière. Si tu devais choisir un pays, lequel choisirais-tu et pourquoi? Ouah. Alors là, une question qui me plaît beaucoup, Seb. Un pays, eh ben, je peux te dire que pareil, je n'hésite pas une seconde. Avec mon tour du monde, j'ai fait 25 pays. Le Brésil. Le Brésil, absolument. Ce pays extraordinaire. Tu sais, le Brésil, il est immense. Le Brésil est beau. Les paysages sont insensés. Mais en plus, ce pays, c'est un pays d'énergie. Et dès le matin, tu sors dans les rues de Rio de Janeiro. Et au loin, comme ça, t'as la samba qui sort, la bossa nova, pardon, le matin. Tu sais que t'entends dans les bars. Tout ce pays est rythmé toute la journée avec de la musique. En courte journée à la plage, tu vas entendre de la samba. Pareil, le soir, cette samba, elle va s'accélérer. Alors, le Brésil, pour son énergie, pour les sourires, pour cette langue incroyable, le coup de cœur de mon tour du monde. J'aimerais finir ma vie. C'est pas j'aimerais, je finirai ma vie là-bas. Voilà, là, écoute, le Brésil, tu peux faire des conférences sur le Brésil. On fera un podcast peut-être sur le Brésil, ça va. Ok, bah avec plaisir. Avec plaisir. Bah d'ailleurs, il y a une dame là qui tient un salon d'esthétique sur Paris, qui est brésilienne. Ah oui. Et qui me plairait beaucoup d'aller interviewer à l'occasion. Du coup, qui est très sympa et du coup, qui doit être intéressante à interviewer. Parce que du coup, elle vit à Paris, tu vois, elle est loin de Rio de Janeiro, là. Bien sûr, mais il y a vraiment une générosité dans ce pays qui est vraiment spectaculaire, la générosité de la relation, du sourire, des choses qui sont essentielles. C'est fulgurant. Bah écoute, merci beaucoup. On va rentrer dans le vif du sujet. On va revenir d'abord sur ton parcours. Alors, on sait que tu as travaillé dans la mode, puisque tu nous l'as dit dans la présentation, mais qu'est-ce qui t'inspire ton parcours aujourd'hui? Il m'inspire un mot, résilience. Il m'inspire beaucoup de bonheur. Je suis heureux de ce parcours-là. Il m'inspire du respect, le respect de moi-même que j'ai réussi à gagner. Voilà, donc c'est les mots que j'aimerais utiliser si je pense comme ça à mon parcours. Si tu regardes dans le rétro, de quoi tu es le plus satisfait? Alors, si je regarde dans le rétro, de quoi je suis plus satisfait? J'ai travaillé 20 ans dans la mode avec des résultats financiers extraordinaires. On me dit que je suis un spécialiste du retail, un spécialiste du chiffre d'affaires et de la performance.
C'est pas du tout ce dont je suis le plus satisfait. Ce dont je suis le plus satisfait, ça va être la qualité de relation que j'ai eue avec mes équipes. Et des gars, quand j'ai commencé à travailler chez Gap, eh bien, former les équipes, les encourager, les reconnaître, utiliser son mental, utiliser celui de ses collaborateurs. Chez Zadig & Voltaire également et chez Sandro, ça a été une formidable histoire d'amour, j'aime le dire. Quand je pense à mon parcours aujourd'hui, Sébastien, je ne pense jamais au chiffre d'affaires que j'ai généré. Je pense aux centaines de personnes que j'ai accompagnées. Je suis proche de nombreux collaborateurs aujourd'hui qui sont devenus des amis. Mais c'est ce dont je suis le plus fier, pouvoir me dire que grâce à mon engagement, grâce à l'abond de mon métier et de la relation, eh bien, j'ai pu développer des carrières. Et en développant des carrières, j'ai pu développer des femmes et des hommes. J'en suis très fier. Qu'est-ce que t'inspire la phrase rendre possible l'impossible au prisme de ton parcours? Alors, rendre possible l'impossible, ça m'inspire beaucoup de choses. Je vais commencer, bam, direct, je vais envoyer du lourd. Je suis un enfant, j'aime le dire, un enfant violé. Ça m'a mis beaucoup de temps à prononcer ces mots parce que un enfant violé, eh bien, pendant des années, la honte est sur lui et la saleté, etc. Et donc, ce traumatisme m'a emmené dans des zones très sombres. Donc, l'automutilation, j'ai fait des overdoses de drogue, etc. Destruction de moi-même. Eh bien, j'ai fait partie d'associations de femmes et d'hommes violés. Et malheureusement, la plupart ont du mal à s'en remettre. Le traumatisme est tellement puissant, corporel, psychique, que tu es toute ta vie dans la douleur de ce traumatisme et dans la haine de toi, la haine de la personne qui l'a fait, etc. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai travaillé après 30 ans avec un grand traumatologue, Smana Judge. Et voilà. Alors, cette phrase, elle m'inspire beaucoup de choses, Sébastien, puisque j'aurais pu ne pas m'en sortir. J'aurais pu rester bloqué dans ce putain de traumatisme, j'ai envie de te dire, parce que c'est vraiment l'horreur. L'horreur de faire ça à un gamin de 7 ans et demi. Tu vois, là, c'est inimaginable. Et finalement, je suis là, quoi. Je suis là, je suis guéri, j'ai été aidé, j'ai été accompagné, je suis là, je suis en pleine forme. Bien plus tard, j'ai eu un burn-out. Mais ce que ça m'inspire, c'est que tout est possible, mais franchement, tout est possible, quoi. Avec justement ce mental, avec nos ressources. Je suis là, Seb, et je suis vraiment en vie, je suis vraiment heureux. Je crois que le meilleur est à venir, donc ça m'inspire beaucoup de choses. Ouais, bon, on le voit que tu as en fait, je veux dire, il y a pas de mots en tout cas pour décrire en tout cas ce que t'as vécu, mais en tout cas, ça fait plaisir que du coup de montrer qu'on peut s'en sortir, parce que Et il faut s'en sortir. oui, Il faut s'en sortir parce que, je peux rajouter quelque chose, Seb, c'est tellement violent ce que tu vis. Quand j'étais dans les associations, ce que les hommes et les femmes surtout, la plupart sont des femmes, c'est tellement violent que si tu ne t'en sors pas, tu restes bloqué dans cette violence et dans ce traumatisme toute ta vie. Et à un moment, le déclic dans mon travail thérapeutique, ça a été avec mon psy, ça a été l'enfer, Sébastien, pendant une nuit entière, pratiquement. Je ne voulais plus que ce soit l'enfer toute ma vie. Tu vois, j'ai recontextualisé ce qui m'est arrivé à 7 ans et demi, et puis aujourd'hui, j'avance libéré. du coup le mental a joué un grand rôle. Pardon, l'homme? Le mental a joué un grand. Oh, oui. Alors, on va en parler, mais le mental, j'adore le mental. C'est vraiment l'outil aujourd'hui. Je me rends compte que c'est mon mental qui m'a sauvé, bien sûr. Alors, on sait jamais la différence entre, tu sais, le mental, l'esprit, l'inconscient, le subconscient. Moi, je suis comme toi. J'aime parler du mental. C'est un mot qui est moderne, c'est un mot qui est fort. J'ai vécu aux États-Unis. Ce mindset américain qui rejoint beaucoup le mental. Tu vois, les Américains, cette phrase incroyable que j'adore. Ne prends pas non pour une réponse. Bah, ça, c'est vraiment le mental, quoi. Tu vois, on te dit non, bah vas-y, passe par la fenêtre, tape à une autre porte. Mais oui, le mental m'a beaucoup aidé. Le mental a dû me sauver, je pense. Hein. Ah, tu sais, le nom, en fait, souvent j'aime bien dire que quand on est enfant, le nom, on l'écoute pas, en fait. On essaye par tous les moyens d'obtenir ce qu'on veut. Donc souvent, c'est bien de se rappeler un petit peu de ça. T'as raison. J'aime. Tu vois, il y a un moment quand t'as vraiment envie de faire quelque chose. Regarde même notre podcast. Tu vois, t'es en train de déménager. On s'est parlé, on a relancé, on lâche pas. Je me déplace. L'important c'est de se voir. L'important c'est la relation. L'important c'est de le faire. Eh ben, ne nous arrêtons pas au premier non. Non, c'est pas possible ou non, le timing il est un peu serré. J'ai vraiment envie de le faire. Vas-y, quel moyen je mets en œuvre
Quand j'ai vraiment envie de faire quelque chose, let's go. Et là, le mental, c'est ta ressource principale à ce moment-là. Effectivement. De pas lâcher et être dans l'action. Bah, du coup, si toi, tu devais définir le mental, tu le définirais comment? Alors, j'ai beaucoup, tu sais, dans ce tour du monde, donc je pars un an tout seul sur les routes du monde, et le soir, j'ai eu le temps de réfléchir. Ok, c'est pour ça que ce tour du monde est le devenir intérieur. Et justement, j'ai beaucoup pensé au mental. J'ai beaucoup pensé à ma vie, tu sais, en flashback et au rôle que le mental avait pu jouer. Alors, le mental, comment je peux le définir? Pour moi, deux choses. Alors, c'est déjà l'outil le plus puissant et le plus spectaculaire qui est à notre disposition, j'ai l'impression. Et en même temps, cet outil, j'ai l'impression que soit tu en prends le contrôle, et donc là, tu prends le contrôle de ta vie, et ta vie change, soit toute ta vie, tu peux subir ton mental, et tu peux subir la loi de ton mental, les règles de ton mental, et je le vois beaucoup. Et dans ma vie aussi, il y a des moments où j'ai subi. Donc en fait, le mental, c'est un outil spectaculaire, mais je pense que c'est je pense que c'est véritablement la seule partie de notre corps, Seb, dont on peut perdre le contrôle. Par exemple, nos jambes, bon, écoute, quand on est en forme, on avance, on marche avec nos jambes, tu vois. Nos bras, pareil, les parties de nos corps, nos oreilles sont là pour écouter. On va pas se boucher les oreilles. Et le mental, si on ne le contrôle pas, on peut en perdre littéralement le contrôle. Donc c'est un outil spectaculaire, puissant et en même temps redoutable. Alors justement, ta préparation mentale à toi, elle consiste en quoi? Oh, préparation mentale. Tu veux dire la mienne quand j'accompagne des gens? Non, non, la tienne, la tienne. Alors la mienne, eh bien écoute, je me suis mis en place un protocole mental, j'ai envie de dire. Et souvent, le protocole mental, Sébastien, il commence la veille. Donc quand même sans avoir quelque chose d'important à faire, au moment où je m'endors, j'aime faire le bilan de ma journée. Donc comme ça, mentalement, tu vois, et me dire comment je pourrais m'améliorer. Et les dernières choses que je fais avant de m'endormir, c'est de penser à ma journée du lendemain. Et quand je pense à ma journée du lendemain, je l'ai fait hier soir pour notre rendez-vous, eh bien, j'imagine, évidemment, le meilleur scénario possible. Donc ça, c'est la première chose, préparation mentale. La veille d'une journée, se projeter. Le matin, quand on se réveille, pareil. Je le parle dans mon livre, dans un rituel, c'est le quatrième. Comment contrôler son mental? Eh bien, le matin, au réveil, et ça, je le fais tous les matins aujourd'hui, c'est redoutable. Une visualisation courte. Comment j'imagine ma journée? Des rendez-vous importants, un challenge à relever. Eh bien, voilà. Il y a plein d'autres choses à faire. Par exemple, quelque chose que j'adore faire avec mes clients, et aujourd'hui, moi, je suis coach professionnel, avec la programmation neurolinguistique. Donc, quelque chose d'hyper intéressant à faire. Quand ton mental prend le dessus, tu sais, cette voix intérieure qui te dit « je ne vais pas y arriver, je ne suis pas à la hauteur, etc. » Eh bien, comment tu peux modifier cette voix intérieure? Souvent, c'est une voix qui n'est pas la tienne. C'est la voix du conditionnement. Et ça peut être une voix de l'enfance qui revient. Ça peut être une voix de ce que ton papa te disait, etc. Donc ça, c'est vraiment le conditionnement que tu as subi. Eh bien, j'aime bien, quand cette voix arrive et qu'elle ne me convient plus, prendre le contrôle de cette voix, c'est-à-dire la modifier. Donc, soit par une image mentale. Imagine, j'ai quelque chose à faire, ma voix me dit tu ne vas pas y arriver. Mon image mentale, moi en train d'y arriver, en train de parler devant 500 personnes, d'animer une conférence, ou bien, eh bien de modifier la voix. La voix, comment tu peux la modifier? Un outil super puissant, les affirmations. Ton mental, il va te dire t'es pas à la hauteur. Ton mental, il va te dire non, tu y arriveras pas, j'ai pas confiance. Eh ben, change-le, vas-y, fais des affirmations. Je l'ai fait dans le miroir. Au début, ça me faisait peur. Maintenant, je l'ai fait dans le miroir. Je suis à la hauteur, je vais y arriver, je suis puissant. Voilà, des outils que je mets en place et qui fonctionnent très bien. L'enthousiasme pour le mental, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, selon toi, c'est quelque chose de primordial? L'enthousiasme, oui, primordial. L'enthousiasme, pour moi, va rejoindre la motivation. L'enthousiasme n'est pas. L'enthousiasme, pour moi, c'est le résultat, justement. Quand tu commences à contrôler ton mental et quand tu mets des choses en route, eh bien, l'énergie, l'enthousiasme, la motivation arrive. Ton mental ne va pas. C'est difficile de mettre en route l'enthousiasme sans ton mental. Donc, ils sont étroitement liés. Mais pour moi, en tout cas, dans mes concepts, je n'imagine mal avoir comme ça un enthousiasme qui ne soit pas passé par tes pensées, puisque ce sont, je le rappelle, nos pensées qui vont créer notre état interne, qui vont créer dans quel état on va être. Donc, si je suis enthousiaste, c'est que j'ai eu des pensées positives. Mes pensées positives, elles viennent d'où? Elles viennent de mon esprit, elles viennent de mon mental. Étroitement liées, fabuleux.
Ouais, ça me fait penser un peu à une technique qui est utilisée notamment dans les techniques d'optimisation du potentiel qu'on appelle la visualisation mentale de la réussite. Très souvent, on va visualiser la fin, c'est-à-dire le dénouement heureux, et on va imaginer l'enthousiasme, les émotions que ça va générer, ce qui va permettre ensuite de décliner les étapes, les actions pour y arriver, et ensuite de se donner cette motivation de le faire. Et ça, je trouve ça puissant aussi. Absolument spectaculaire, bien sûr, spectaculaire. Joe Dispenza, qui est donc un grand docteur de l'inconscient, du mental, etc., le décrit très bien. Et justement, que tu viens de dire, tu as tout à fait raison. Le processus est important, mais dans la visualisation, il faut surtout aller jusqu'à l'émotion qu'on vivrait et qu'on sentirait dans la réussite. Et cette émotion, ben justement, en plus, on l'envoie dans l'univers. On sait que notre énergie, elle est tellement puissante. Et puis, terminer toujours par la gratitude. Mais ça, c'est une technique. Alors, je l'utilise constamment. Je suis allé très loin avec ces techniques. La visualisation, pour moi, c'est vraiment la clé du mental. C'est la base absolue. Ok. Alors, on va parler de confiance et de la fameuse confiance en soi dont on parle très régulièrement à notre époque, et puis aussi du droit à l'erreur. J'ai envie de te poser la question, comment toi, ta confiance en toi s'est construite? Waouh! Comment ma confiance s'est construite? Alors, j'ai envie de alors, premièrement, je le vois là avec le métier de coach. Pendant 1 an, j'ai un peu stagné. J'attendais d'avoir confiance en moi pour me lancer. Bam! L'erreur monumentale. Ça, c'est impossible. La confiance se construit avec l'expérience. Un exemple très simple. Je suis dans la cuisine. J'ai pas confiance en moi pour faire un dîner pour ce soir. OK? Eh bien, je prends une recette. Je la suis de A à Z. La première fois, j'ai pas confiance, je vais quand même y arriver. Pas trop bête. La deuxième fois, je lis un peu moins la recette. La troisième fois, je l'oublie. Quatrième, cinquième fois, je maîtrise. C'est les différentes étapes, tu sais, inconscient, etc. Au début, on est inconsciemment incompétent. Ensuite, on devient consciemment incompétent. On se rend compte qu'on n'y arrive pas. Ensuite, on devient consciemment compétent. Bam, on devient inconsciemment compétent. Et là, on est dans la confiance absolue. Donc, j'ai envie de te dire que la confiance, elle arrive avec l'expérience. Ça rejoint ta deuxième question. Elle arrive bien sûr avec l'échec. De quoi est-ce qu'on a peur? La société nous fait croire que l'échec est nul, que si on a un échec, on devient bête, on devient nul, mais tout ça, c'est un conditionnement, encore une fois. Mandela, dans mon tour du monde, je visite la cellule de Mandela. Il reste 20 ans dans cette cellule. Eh ben, Mandela nous explique, il n'y a pas d'échec. Soit je réussis, donc là, bingo, et puis si je réussis pas, ben, j'apprends. Voilà, donc la confiance, elle va avec, j'aime même plus le mot échec, tu vois. J'ai plutôt envie de dire, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Non, mais tu sais, j'ai été fasciné dans les années 90-2000 par Soria Bonali, Candeloro, de notre génération. Tu les voyais au jeu d'Albert Huit, et ils tombaient, ils se relèvent, et ils tombaient, ils se relèvent. Vas-y, quoi. Il n'y a pas d'échec, tu les entends, les sportifs. Tu vois, pareil, quand on entend des artistes, je suis proche d'Isabelle Adjani, et ben quand elle me parle d'un rôle pour Camille Claudel, il y a des scènes qu'elle a fait 29 fois, 30 fois, et puis la 30e, c'est la bonne. Mais est-ce que les 29 fois qui l'ont conduit à la 30e, c'était un échec? Non, c'était l'expérience. Donc en fait, l'échec devient l'expérience. L'expérience nous emmène à la confiance. Et puis, comment on développe la confiance? Eh ben, le mental, hein, toujours le même. Si, Sébastien, j'ai quelque chose à faire, et quand je pense à quelque chose, je pense à une issue négative, bah, ta confiance, oublie. C'est les fameuses Transurfing l'explique très bien, un livre extraordinaire. Les radiations mentales, donc les radiations de notre mental, elles restent pas dans notre tête, elles restent pas dans la boîte crânienne, elles partent dans l'univers. Donc ça, c'est ça qui est hyper puissant. Et à un moment, elles vont rejoindre des lignes de vie. Donc, quand tu penses à quelque chose que tu dois réaliser, pense au meilleur, pense au résultat extraordinaire, et ça va développer ta confiance, et en plus, ça va décupler ton physique, ça va décupler ta motivation, etc. Donc voilà, en quelques mots, comment la confiance, on peut en parler pareil. Hein. Oui, puis ça part du système d'éducation. Je sais pas pourquoi j'ai cet exemple en tête. Il y a très longtemps, j'ai collaboré et côtoyé Andrés Roff, un monsieur qui est en tout cas de nationalité qui est franco-argentin et qui a grandi d'abord en Argentine et qui ensuite qui est venu en France et qui aujourd'hui est psychologue clinicien.
et qui me racontait la différence entre la dictée en Argentine et la dictée en France. Où la dictée en Argentine, en fait, si t'as, par exemple, si t'as 5 fautes, tu as 95% de la note. Si tu fais 5 fautes en France, Je te vois venir. t'as 0. Oh, putain. Ouais, là. Écoute, c'est vraiment, c'est spectaculaire ce que tu dis. Il y a beaucoup de pays comme ça, les États-Unis, bien sûr. Comment est-ce qu'on valorise l'apprentissage? Comment est-ce qu'on valorise l'expérience? T'as raison. Bravo. On est tordu, hein. Et je trouvais ça intéressant, quoi. On est tordu. Regarde, tu sais, on est en plein JO. Je vais te dire ce qui me trotte dans la tête depuis 2 mois. On est parisien. OK? Donc, on est en plein JO. Et là, depuis des années, on nous dit, ça va être le bordel. On en a ras-le-bol. On a souffert. On a tellement galéré avec les travaux. Mental négatif. OK? Les JO sont là maintenant. OK? Et regarde le succès populaire. Tout est plein. Moi, j'essaie de trouver des places. C'est la folie. Tout se passe formidablement bien. Ce matin, je suis venu te voir. J'ai pris le métro. J'ai parlé à des touristes. Ils m'ont dit, mais la ville est extraordinaire. Il fait beau. Les gens sont en train de vivre un rêve olympique. Et nous, avec notre mental, avec notre esprit français, avant que l'événement arrive, on a dit que ça se passerait mal. Et là, c'est véritablement, je vais dire un gros mot, mais c'est putain en train de bien se passer. C'est un message incroyable qu'on envoie au monde. Et il n'y a aucun Parisien qui n'est là pour le vivre. Incroyable. L'esprit français. Ouais. C'est comme Mais ça. c'est bien ton exemple, hein. Ouais, mais Sébastien, bien sûr. je trouve que c'est intéressant. Ça me rend dingue, hein, d'ailleurs, là, ce que tu viens de me dire. C'est-à-dire, ouais. Sur le, oui. L'apprentissage. Ouais, l'apprentissage chez les plus jeunes, quoi. Puisqu'au final, l'objectif, nous, on est vieux. Ouais, et puis finalement aussi, cet apprentissage, il est lié au regard de l'autre. Hein, il est lié, je sais que c'est un des sujets dont tu parles dans ton mental, mais le regard de l'autre, c'est ça. Tu vois, si je tombe, quand j'ai commencé le travail de coach, tu sais, en programmation neurolinguistique, on utilise ce qu'on appelle des protocoles, des techniques très puissantes, justement, sur la motivation et comment est-ce qu'un événement du passé va être gravé dans ton mental. Et on peut changer les interprétations mentales de notre passé. Il y a une technique super puissante qui s'appelle la restructuration d'histoire de vie. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je garde un souvenir aussi négatif? OK? Et on rejoue la scène là-bas. Et puis la personne, souvent, se dit, merde, mais c'est pas possible. Pourquoi à ce moment-là, j'ai acté ça? Tu vois? Eh bien, on peut changer ce genre de choses. Et je sais plus, finalement, où j'allais en venir. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, toutes les techniques mentales, elles sont très puissantes pour la motivation et pour la confiance. Ah oui, pardon. Ça m'est revenu de parler du regard de l'autre. Mais c'est souvent, justement, ce regard de l'autre qui va impacter notre confiance et qui va, impacter notre mental. En plus, l'autre, la plupart du temps, il a suffisamment à faire déjà, à penser à lui-même que constamment à nous regarder, tu vois. Ça, c'est vraiment nos propres interprétations. Exactement, ouais. Du coup, il y a une, alors je sais plus si c'est une expérimentation. Je crois que c'est une expérimentation, en fait, du coup, sur le regard de l'autre. Et en fait, on demande à la personne plein de gens autour d'elle et du coup, comment elle se sent par rapport à ce regard de l'autre. Et ensuite, on va interroger les gens pour leur demander à quoi ils pensent, en fait. Et en fait, on se rend compte que les gens, en fait, n'étaient pas du tout portés avec le regard sur l'autre, mais étaient simplement dans leur pensée, en train de penser à autre chose, en fait. Absolument. Donc du coup, on peut interpréter un regard ou une attitude ou quelque chose en pensant que c'est pour nous alors que ça l'est pas. Les fameuses interprétations, Toltec le développe très bien. OK, je crois que le 3e accord Toltec, arrêtez de faire des suppositions, des interprétations. À 99%, elles sont souvent fausses. Comment effectivement on va interpréter un regard? Pareil, c'est la folie humaine, hein. Et souvent, on interprète aussi par rapport à notre regard du monde. Comment on a été éduqué, comment... Je crois que le regard de l'autre, c'est s'en libérer, c'est l'histoire d'une vie. Et je crois que quand on arrive, c'est la liberté. Je crois que c'est une liberté extraordinaire, qui est très occidentale en plus, que dans mon tour du monde, je parle beaucoup à des chamans en Argentine, au Brésil. Ils connaissent pas du tout, évidemment, le regard de l'autre. Et nous, en plus, je te dis pas dans la mode, hein, Sébastien, si tu portes pas, quand je travaille dans la mode, si tu portes pas cette marque-là, ce truc-là, on voit comment les gens sont conditionnés. Si t'as pas tes Nike, si t'as pas tes machins, tu n'appartiens pas à une certaine sociologie. Donc ça, c'est le regard de l'autre. C'est le conditionnement. Alors justement, toi, le regard de l'autre, est-ce que c'est quelque chose, t'as dû travailler dessus et t'en affranchir? Oui, j'ai beaucoup travaillé, bien sûr. Alors déjà, avec l'enfance, ce que je t'expliquais. Écoute, quand je commence mon tour du monde, je pars avec une valise pleine et je me dis, tiens-toi bien, j'emmène des vêtements de marque dans mon tour du monde et je me dis, s'il y a des soirées sympas, des soirées mode en Afrique ou au fond de l'Amérique du Sud, et puis évidemment, au bout de 3 semaines, ma valise est beaucoup trop lourde.
et j'offre tous mes vêtements aux Kenyans. 80% de ma valine. T'as je vais m'expliquer, puisque quand j'offre ces vêtements, j'ai l'impression que je me libère du regard de l'autre, tu vois. C'est toute une vie, je pense qu'il faut toute une vie pour se libérer du regard de l'autre, mais c'est la folie parce que le regard de l'autre n'existe pas, j'ai l'impression. Ce sont nos interprétations, voilà, mais le regard de l'autre. Tu vas dans des villes aujourd'hui, tu vois les nouvelles générations, d'ailleurs, sur le genre, sur le style, ils sont complètement décomplexés. Moi, je croise des gens dans le métro à Paris, ils sont mi-hommes, mi-femmes, etc. Ils ont des ongles comme ça, ils s'en foutent, quoi. Ils sont libérés par rapport à nous. Donc, moi, j'avance encore. C'est le travail d'une vie, je m'en libère de plus en plus. Je suis comme je suis authentique, regarde mes tatouages, mes machins. Je plais pas. On s'en fout, en fait. Tu te rappelles cette émission de pas plaire à tout le monde? Extraordinaire. Le titre de cette émission, avec Fogiel, est extraordinaire. On ne peut pas plaire à tout le monde. Je vais te donner une anecdote pour le regard de l'autre. Je suis d'une nature très fine sur les jambes, ce qu'on appelle des jambes kenyanes, cette famille. Par contre, j'ai un torse assez costaud, j'ai fait beaucoup de natation, donc les trapèzes développés. Eh bien, pendant des années, quand j'allais au sport, je n'y allais pas en champ parce que je me disais, les gens vont se moquer de mes jambes, ou bien on va regarder mes jambes. Évidemment, ça s'est accentué au moment de mon burn-out, puisque j'ai les 2 hanches pétées, donc j'ai encore perdu du poids sur des jambes qui n'étaient pas très grosses. Aujourd'hui, je m'en fous. Je me mets en short, personne ne me regarde. Et, fin de l'anecdote, je parle de ça il y a quelques mois au sport à un mec, et le gars me dit, mais attends, mais j'ai jamais fait attention à tes jambes, j'ai jamais regardé tes jambes, par contre, ce que je vois chez toi, c'est tes trapèzes énormes et tes épaules. Tu vois, comme on est, en fait, le regard de l'autre, en plus, quand on va y penser, on va en donner une interprétation négative. C'est rare qu'on va se dire, oh putain, la personne, elle me regarde, ça peut nous arriver, mais la personne, elle me regarde, elle me kiffe, elle m'envie. On est tordu, hein, avec ce regard de l'autre. Il faut s'en libérer. On parle beaucoup de positivité, de psychologie positive, etc. Toi, au quotidien, qu'est-ce que tu fais pour essayer de l'être au maximum positif? Le positif? Ouais. Écoute, pareil, il y a plein de clichés sur on te dit l'énergie positive, la pensée positive, il y a que ça de vrai, quoi. Parce qu'on a envie d'autre chose. Tu vois, les gens qui sont dans, moi je veux bien la mélancolie, cette forme de vie, il y a plein d'artistes qui sont comme ça. Écoute, avec le temps, oui, c'est beau à écouter, tu vois, Barbara, tous ces artistes, etc. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai été suffisamment traumatisé entre mon burn-out, entre mon papa qui décède dans mes bras. Donc moi, j'ai véritablement envie d'aller vers l'énergie positive. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je suis très attentif à la voix de ce mental, justement, hein, la voix du mental qui va avoir, tu sais, des fois un peu ce son négatif, cette vibration mélancolique, justement. Donc, je l'observe, écarteler le moment présent, observez vos pensées, parce qu'il se pourrait que ce ne soit pas toutes les vôtres. C'est les pensées du conditionnement. Donc, j'observe ces pensées, et puis, quand ça me convient pas, je les modifie avec des affirmations. Comment je fais pour être positif? Ça m'a pris beaucoup de temps aujourd'hui. Pareil, j'ai passé la 50aine, Sébastien. Les gens négatifs autour de moi, les gens qui déversent pendant une soirée entière leurs problèmes sur toi, basta. Pareil, j'en veux plus. On est beaucoup à le dire, mais c'est le prix de la liberté. Comment je fais pour le positif? Eh bien, tous les matins, par exemple, je vais au sport. Ça me met en forme, ça me reconnecte avec mon corps. Plus je suis connecté avec mon corps, plus j'ai l'impression que je suis incarné. Qu'est-ce que je fais pour le positif? J'écoute de la musique que j'aime, brésilienne, de la samba. Je regarde des vieux films de De Funès ou d'autres personnes. Tu vois, tous ces trucs qui vont te mettre en mouvement, qui vont te mettre dans le rire. J'envoie un message à quelqu'un que j'aime, donc je suis sûr que tu vas avoir une réponse positive. Ouais, mais allez, vibrons positif, quoi. Regarde la Légio, ce que je disais tout à l'heure. Paris est en train d'exploser sous les médailles, sous la beauté. Vibrons le positif. Je pense que c'est le sens de la vie. Je me demande si on devrait vibrer autre chose. Non. La condition humaine nous fait penser qu'on devrait vibrer autre chose. Je ne pense pas qu'on devrait vibrer autre chose. Je suis un fervent défenseur du positif, comme toi. Bah ouais, il faut être positif. Dans chaque problématique ou chaque qu'on va rencontrer, il y a toujours une solution, quoi. Bien sûr. Et après, il y a ceux qui voient les solutions dans les problèmes. Bravo. Et ceux qui reste dans le problème pendant 20 ans. Et ceux qui qui voient dans les solutions des problèmes. Ouais. Ouais, en fait, c'est ça, oui. en fait. Donc, voilà, après, voilà. J'ai envie de parler un peu de motivation. Comment toi tu fais pour te motiver? Comment je fais pour me motiver? Tu sais, je suis coach professionnel, j'utilise un outil extraordinaire qui s'appelle Human Design, le design humain. Et donc, il y a plusieurs profils. Le profil que je suis, c'est le profil générateur-bâtisseur. Et on t'explique que quand t'écoutes ton corps, quand t'écoutes véritablement les besoins de ton corps, eh bien, t'es motivé, t'es heureux.
C'est ce qu'on dit aussi en coaching, être aligné avec ses valeurs. Donc, comment je fais pour être motivé? C'est très simple. Je ne pense jamais d'ailleurs à être motivé. Pour être motivé, je ne fais que des choses que j'ai envie de faire. Et je ne fais que des choses que j'aime. Je te promets, Sébastien, que j'y arrive aujourd'hui. Le conditionnement, faire plaisir, soit parfait, être rapide, être tout le temps efficace, etc. C'est toutes les règles du conditionnement. Fais des efforts tout le temps. Depuis tout petit, fais des efforts. Mais faire des efforts, c'est bien de temps en temps, mais pas toute une vie. Donc aujourd'hui, pour être motivé, eh bien, je fais ce que j'aime. Dès que je me réveille le matin, eh bien, j'ai mon rituel de réveil, je visualise ma journée, j'ai la foi, donc je fais des prières. Ensuite, je vais au sport tous les matins. Et ça, c'est mon kiff absolu. J'aime le sport. Donc, tu vois, voilà. Dans la journée, je vais voir des gens que j'aime. Donc, ma motivation, elle reste au top. J'avais absolument envie de faire ton podcast. Ça me motive. Tu vois, donc, comment est-ce que je suis motivé? Eh ben, pour être motivé, faites des choses que vous aimez. Et puis, la motivation, elle va arriver toute seule. Il faut arrêter. Imagine, t'es invité à un dîner, t'as pas envie d'y aller. Mais bon sang, n'y allez pas. N'y allez pas. C'est qu'il y a un problème à ce moment-là avec vos amis ou un problème aux gens qui seront au dîner. Mais ayez le courage de ne pas y aller. Soyez alignés. Évidemment, on s'excuse poliment, on amène les moyens, on n'annule pas une heure avant, mais restons alignés avec nous-mêmes et du coup, eh bien, on développe notre motivation et notre authenticité. Et là, le kiff, non? Ouais, ça fait penser, je sais pas, il y a déjà une phrase qui me venait en tête en même temps que tu parlais, c'est foutez-vous la paix. Bah ouais. Non mais, tu te rends compte? Pareil. Ouais, c'est ça, c'est se libérer un peu des obligations, après on en a toujours, mais celles qui On peuvent être devrait en avoir effectives. le moins possible. Évidemment, il y a les éducations des parents, on le connaît, tu vois, d'aller à l'école, mais bon, ça c'est pour les enfants, c'est que du bonheur. Mais les obligations qu'on se met dans notre vie, mais faut s'en libérer. Mais moi, c'est fini, hein. Il y a ce texte extraordinaire de Meryl Streep, il y en a plein d'autres d'Ama, mais Ama, qui te dit tout le temps, mais chaque vie doit être un moment de joie. Donc, tout ce qui ne vous rend pas joyeux va perturber votre motivation, donc cancel. Basta. Cancel. Ok. Cancel. Tu vois, ça m'est dit d'un coup, on va le garder. Parler un peu de la gestion des émotions, j'aimerais revenir un petit. Alors, je pense qu'aujourd'hui tu vis moins la pression qu'avant, et j'aimerais revenir en fait sur la période où tu travaillais dans la mode, où je pense qu'il y a quand même beaucoup de pression de résultats. Comment tu faisais pour la gérer cette pression? Pression, stress, je sais pas, on peut l'appeler un peu comme. Alors, il y a beaucoup de pression aujourd'hui, hein. Tu sais, un auto-entrepreneur, il est très pressurisé différemment. Est-ce que je vais faire mon chiffre d'affaires? Est-ce que mon podcast va marcher? Est-ce que c'est différent? Mais je trouve qu'il y en a beaucoup. C'est très pressurisant, justement. C'est une pression différente. Alors, la pression des business à 500 millions, effectivement, je t'en parle même pas. Quand tu signes des boutiques de dingue dans les quatre coins de l'Europe, sur les plus belles avenues du monde, et que dès l'ouverture, tu dois faire 10 millions, t'as les dents qui grincent et ça t'empêche de dormir, hein. Donc, comment tu fais? Équilibre de vie pour gérer la pression. Règle numéro 1, équilibre de vie. Donc, je fais attention à moi. Je fais de la méditation. Je me couche tôt. Je fais attention à mes pensées. Contrôle mes pensées. Je fais attention à mon environnement. J'ai des phases de récupération très importantes. Moi, j'ai toujours très bien dormi. Donc, ça m'a aidé à récupérer. Ça m'a pas empêché de faire un burn-out, hein, Sébastien. Tu le sais. Donc, je me suis bien effondré aussi à un moment. Donc, voilà. Donc, gérer la pression, ça peut être déjà ce genre de choses. Et puis, très important, quand la pression elle est au maximum, prenez du recul. Soyez méthode zoom out. On est l'observateur de tout ça. Tu sais, c'est comme s'il y avait un deuxième Sébastien, un deuxième Philippe au-dessus de nous, en train d'observer le premier. Qu'est-ce qui est en train de lui arriver là, le petit père? Qu'est-ce qui fait que d'un coup il perd pied? Tu vois? Eh ben, on a souvent auto-coaching, auto-ressources. J'aime bien cette méthode-là. Et puis, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est balancer la pression sur les autres. Je l'ai fait à un moment de ma vie chez Gap, par exemple. L'horreur. L'horreur. T'es manager, tu balances ta pression. Tu parles pas très bien aux équipes, l'horreur. Tous les managers aujourd'hui qui font ça, je n'entends que ça. Donc c'est la plupart des managers, mais les mecs et les femmes, changez de registre, quoi, changez de paradigme. La seule méthode qui fonctionne, c'est la méthode de l'amour, de la bienveillance. Je t'accompagne. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Comment est-ce que je peux t'aider? Voilà comment on peut gérer la pression avec des questions ouvertes. Une petite dernière. On entend. Déjà. Bah oui. Bah après on pourra. En tout cas, c'est la dernière sur la thématique du mental. On va parler de la détermination. Souvent, on entend que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses, cette affirmation? Pas tout à fait d'accord. Pas tout à fait d'accord. Réussir, le mental va nous aider à réussir. La réussite passe par des étapes. Haut, bas, comme dans une carrière. OK? On surfe sur la vague de la réussite, en haut,
qu'est-ce qui se passe justement quand je suis en bas? D'accord? Donc oui, effectivement, à ce moment-là, ne rien lâcher, c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est que, pareil, cette pensée qui voudrait dire qu'on est toujours au top, au top, au top, au top, n'existe, pour moi, c'est bullshit, hein. Au secours. OK? On apprend justement considérablement des phases difficiles. Et comment, dans ces phases-là, eh bien, justement, je remobilise mon mental. Mais c'est impossible. C'est impossible d'être toujours au top, au top, au top, au top. C'est impossible. Impossible. Bah écoute, on arrive à la fin de l'épisode. J'aime bien demander à mon invité s'il a un message, quelque chose qui lui tient à cœur, qui va venir un peu clôturer le podcast, quelque chose qui lui tient à cœur, en fait, un message, tu vois, un message un peu qui vient, enfin, en Ouais. tout cas qui te tient à cœur, quoi, tu vois, quelque chose Deux. que tu portes et que tu... Je peux deux. Oui, deux, trois, même si tu veux. Ah, allez. Alors, première chose que j'ai appris en étant coach extraordinaire, le modèle du monde dans la programmation neurolinguistique. Notre mental, il va être parfois conditionné par nos filtres. Tu sais que tout ce que l'on met en route, ça passe par nos filtres personnels. Nos filtres personnels, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que l'on a vécu, notre histoire, notre sociologie, notre religion, etc. On a tous des filtres différents. Je te donne un exemple, ça me vient comme ça. Le filtre Sœur Emmanuel n'a pas les mêmes filtres que Bill Gates, ni qu'Isabelle Adjani. Par exemple, qui a les meilleurs filtres? Aucun. Aucun n'a les meilleurs filtres. OK? Les filtres que nous avons sont adaptés pour nous-mêmes. Je l'ai découvert avec le coaching. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le message? Eh bien, la personne qui est en face de vous, qui n'a pas les mêmes filtres que vous, qui n'a pas la même façon de penser que vous, je le dis, mais respectez sa façon de penser. Là, on vient de le voir avec la cérémonie d'ouverture des JO. Il y en a qui adorent, et ceux qui adorent voudraient imposer à ceux qui n'aiment pas que c'était bien. Et ceux qui n'aiment pas voudraient imposer aux autres que c'était pas bien. Lâchez-nous. Chacun a sa façon de penser. Ça, c'est mon premier message. Respectez la façon de penser de l'autre. Et du coup, ça rejoint quelque chose d'important. Arrêtez d'avoir raison, ça n'existe pas. Tu sais que quand j'ai commencé la PNL, Sébastien, je suis devenu dingue. J'ai pensé pendant 30 ans que j'avais toujours raison, moi. Quand j'étais chez Sandro, voilà, j'imposais un peu des fois à mes équipes la solution. Ben non, maintenant j'irais différemment. Bon, j'étais pas mauvais, a priori, ils m'ont gardé pendant 8 ans. Mais maintenant, je me dirais, tiens, est-ce que tu as un autre point de vue que moi? Est-ce que le point de vue que tu as ne pourrait pas être meilleur que le mien? Donc, ce fameux modèle du monde, ça me passionne aujourd'hui. Donc, ça, c'est une révolution, hein. Je l'utilise beaucoup avec mes clients. Ah, voilà. Moi, j'ai plus jamais raison maintenant. Dans un dîner, mais non, mais dans un dîner, quand je vois qu'on n'est pas d'accord, plutôt que d'imposer mon avis, je m'intéresse à l'avis de l'autre. Et peut-être que du coup, ça me fera changer d'avis. Je l'explique dans mon livre d'ailleurs. Il y a plein de scènes comme celle-ci. La deuxième chose, Sébastien, la vie, elle est courte. La vie, elle est courte. Mon papa est mort dans mes bras. 80 ans du Covid. Je me dis, ça y est. Pour lui, c'est fini. Pour le père, pour le padré, c'est terminé. Il est en train de partir. Bon. Écoute, il n'était pas mécontent de sa vie. Il a vu ça m'en venir. On en a beaucoup parlé les jours précédents. La vie est courte. Écrivez vos rêves sur une feuille blanche. Mettez-les en action. Ça doit être terrible d'arriver à la fin de sa vie et puis de se dire qu'on n'a pas réalisé nos rêves, qu'on n'a pas vécu la vie qu'on aurait aimé vivre. Ok, donc pour pouvoir la vivre, il faut déjà prendre du temps pour soi, écrire ses rêves sur une feuille, de quoi on a envie, de quoi est-ce qu'on n'a plus envie aujourd'hui, et ensuite mettez-vous en action, quoi. Let's go. Et ça, c'est une énorme motivation tous les jours. Voilà. Et puis le troisième message que j'aimerais mettre, que j'aimerais donner, plein d'auteurs spectaculaires comme Louis Sanza et plein d'autres que j'aime lire et relire. Conversation avec Dieu, qui a choqué tout le monde, qui a déjà 25 ans. Tous les jours, quelle est la meilleure version de moi-même? Tous les jours, quelle version de moi est-ce que j'offre au monde? Pas juste avec les gens que j'aime. Hein. Ça, c'est pareil, c'est bullshit. Hein. Ok, ça, c'est facile. La meilleure version de moi-même avec mon mari, avec mes enfants. Non, non. La meilleure version de moi-même avec les gens que je croise dans le métro, avec les gens que je croise en bas de chez moi, avec les gens que je croise au sport. Qu'est-ce que je leur offre? Quelle qualité de personne est-ce que je donne quand je viens de te voir aujourd'hui? Et qu'est-ce que je donne? Du sourire? Est-ce que je donne du bonheur, de la joie, de l'amour? Ou bien est-ce que je balance toute la journée de la frustration, des regards malveillants, de la colère? Bah, choisissez, hein, c'est maintenant. Hein. La vie, c'est maintenant. On est en train de la vivre, c'est maintenant. On n'est pas dans une pièce de théâtre, là. C'est pas une répétition. Hein. Chaque jour qu'on est en train de vivre, on est dans la réalité. Hein. Donc voilà les 3 messages que j'ai envie de donner. Bah écoute, merci beaucoup pour ton interview, tes 3 beaux messages. Je te remercie du coup d'avoir fait le déplacement jusqu'à moi. Je vous invite en tout cas les auditeurs et les auditrices à, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Philippe, à aller découvrir son livre.
aller écouter les autres interviews. Récit d'un tour du monde intérieur. Voilà. 12h21 quand même, pour ne pas le citer. N'hésitez pas à aller Merci Sébastien. commenter, Ouais. partager. J'ai particulièrement aimé ton podcast, Sébastien, parce que c'est un sujet qui me passionne. Ça permet justement de parler un peu moins de soi et de parler des techniques, du mental, etc. Et je pense que le mental, c'est un podcast passionnant, Seb. Le mental peut nous sauver la vie. Donc j'ai vraiment aimé ce moment. Merci à toi. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cet épisode captivant. J'espère que tu as pris des notes ou que tu t'es abonné à ma newsletter pour avoir accès au résumé. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Instagram et YouTube pour du contenu supplémentaire. Et devine quoi ? Tu peux me contacter directement sur mes réseaux sociaux pour bénéficier d'une séance gratuite où nous pourrons discuter de tes questionnements sur ta préparation mentale. Clique simplement sur les liens mentionnés dans la description de l'épisode. À très bientôt et souviens-toi, si on croit en ses rêves, tout devient possible.